Est-ce que tu connais la triboluminescence? Ouais. Trop bien. Ce phénomène est juste incroyable et Sunshine, n'éternue pas pendant que je fais une vidéo. Attends, viens voir. Viens voir. Oui, 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 oui. Attends, je vous présente le nouveau membre de la famille. Et voilà, voici Sunshine. Oui, Sunshine. Hop là, allez. Eh oui, mon pépère. Est-ce qu'il y en a qui ont la référence pour Sunshine? Normalement, je pense que oui. La triboluminescence, est-ce que tu connais? Ce phénomène, il est juste incroyable. Et donc, cette vidéo va porter là-dessus. Mais surtout, cette vidéo, c'est un nouveau concept que je souhaite développer sur la chaîne. En fait, vous avez dû le voir à travers des interviews et compagnie. J'essaye des fois de ne plus être le seul intervenant chimiste. J'aime bien inviter des experts, des étudiants ou des collègues. Et il se trouve que, aujourd'hui, la triboluminescence va vous être présentée par deux autres chimistes qui, à l'époque, quand ils ont fait cette vidéo, en fait, c'était pour un compte-rendu de TP avec des encadrants, que d'ailleurs j'avais moi-même eu étant étudiant. Donc je tiens en même temps à remercier Jonathan Piard et Rachel Méhalet qui ont encadré ces étudiants à l'époque. Et donc Mian et son camarade ont fait une super vidéo sur la triboluminescence, un peu comme un compte-rendu de TP. D'ailleurs, Mian, pour ceux qui ont tout suivi à l'époque du court-métrage sur la chimie de l'amour, c'est elle qui avait fait certaines illustrations. Bref, les amis, voilà l'idée. J'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent intervenir un petit peu sur cette chaîne YouTube de chimie. Donc, j'espère surtout que vous avez profité de la vidéo. Moi, j'ai jugé qu'elle avait la qualité suffisante, à la fois pédagogiquement en termes de montage pour aller sur la chaîne. N'oubliez pas quand même que c'était fait par des étudiants, donc je trouve quand même que c'est remarquable comme travail. Et dites-vous également que si parmi vous, il y a des chimistes qui des fois ont envie de produire une belle vidéo de vulgarisation, que la qualité est au rendez-vous, mais que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire une chaîne YouTube, etc. Et que vous souhaitez éventuellement profiter de la visibilité de la chaîne Blablaro au Labo. Si moi je juge de la vidéo de qualité suffisante, c'est avec plaisir que je peux faire ce genre de prêt sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Laissez-leur un petit message, s'il vous plaît, parce que c'est un super travail. Est-ce que ça vous plaît d'avoir une vidéo présentée par d'autres personnes comme ça? Ici, en l'occurrence, ils étaient étudiants au moment où ils ont fait la vidéo. Et je suis ouvert aux propositions. Si le concept vous plaît, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire un petit peu plus souvent. Moi, je pense que c'est bien des fois qu'on change un petit peu de présentateur. Voilà, c'est fini pour la partie administrative. N'oublie pas quand même de mettre un petit pouce, un commentaire et de t'abonner. Et bonne vidéo! Et si je vous disais qu'on peut produire de la lumière avec des bonbons? Mais pas n'importe quel bonbon. Celui que l'on va vous présenter aujourd'hui a la particularité d'être triboluminescent. Explication. Tout d'abord, le terme luminescence désigne la capacité d'un matériau à émettre un rayonnement dans le domaine de la lumière visible, après avoir été soumis à une excitation. On distingue plusieurs types de luminescence selon la nature de cette excitation. Pour une absorption de photons, on parlera de photoluminescence. Pour l'effet d'un courant électrique, d'électroluminescence. Et pour une réaction biochimique, de bioluminescence. Mais il existe également une autre forme d'excitation pouvant mener à de la luminescence, l'application d'une force mécanique sur un composé. Ce phénomène est appelé triboluminescence, un nom venant du grec triben, signifiant frotter ou broyer. Un exemple célèbre de matériau triboluminescent est le sucre, qui est capable d'émettre des étincelles bleutées lorsqu'il est brisé. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des expériences que nous avons réalisées dans le but de synthétiser un composé triboluminescent et d'en caractériser les propriétés. Et nous tenterons de donner une explication à ce phénomène. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, nous avons pensé qu'il serait sans doute intéressant de vous montrer un exemple concret mettant en évidence le phénomène de triboluminescence. Pour ce faire, nous avons utilisé un composé qu'il est très facile de se procurer, un bonbon britannique appelé Wintergreen Lifesaver. Ce bonbon ne brille pas particulièrement par ses qualités gustatives, mais il a l'avantage de présenter des propriétés de triboluminescence aisément observables que nous avons donc essayé de mettre en évidence. Il nous aura fallu plusieurs essais infructueux avant de trouver la bonne technique à utiliser afin de briser le Lifesaver. Mais finalement... Avez-vous réussi à voir le flash lumineux? À vitesse réelle, ce dernier est difficilement perceptible. Mais lorsqu'on leur ralentit les choses, on peut effectivement constater la présence d'une étincelle bleutée. Du fait des limitations techniques imposées par notre matériel, nous n'avons pu filmer qu'en 25 images par seconde. En utilisant des caméras plus performantes, il est possible d'obtenir des résultats bien plus impressionnants. Les images suivantes sont tirées d'une vidéo de la chaîne YouTube Smarter Everyday. Et comme vous pouvez le constater, l'utilisation d'une caméra permettant de filmer à une fréquence de plusieurs milliers d'images par seconde
rend l'observation du phénomène de triboluminescence bien plus aisée. Si vous avez été attentif, vous aurez également pu remarquer que l'émission de lumière semble d'autant plus importante que la force employée pour briser le lifesaver est grande. Cela est en réalité directement lié au mécanisme expliquant la triboluminescence, et nous allons maintenant tenter de vous le décrire. Avant toute chose, il est important de préciser que le mécanisme exact de la triboluminescence n'a pas encore été élucidé dans ses moindres détails. Ce que nous allons vous présenter est l'hypothèse la plus communément admise parmi les scientifiques qui se sont penchés sur ce sujet, mais elle ne peut ni ne doit être considérée comme irréfutable. Donc, la triboluminescence, comment ça marche? Lorsqu'un composé triboluminescent subit une contrainte mécanique, par exemple lorsqu'on le brise, il se produit un phénomène que l'on nomme séparation de charges. Les charges négatives présentes dans le cristal, portées par les électrons, et les charges positives, portées par ce que l'on appelle des trous ou des lacunes électroniques, vont se répartir de part et d'autre de la brisure qui se propage. En raison du fait que les charges positives et négatives soient ainsi séparées, une différence de potentiel apparaît entre les deux extrémités de la cassure, et augmente à mesure que les charges s'accumulent. Et lorsque cette différence de potentiel atteint un point critique, il se produit une décharge électrique. Cette décharge n'est en réalité rien d'autre qu'un flux d'électrons, et n'est donc pas lumineuse intrinsèquement. Mais en revanche, elle est capable de fournir de l'énergie aux molécules qui entourent le composé triboluminescent. En recevant cette énergie, ces molécules vont passer dans un état dit excité, et elles vont dès lors chercher à retourner dans leur état fondamental, ce dernier étant plus stable. Et la façon la plus simple de faire cela est tout simplement de réémettre l'énergie emmagasinée sous forme de lumière en émettant un photon. Ce dernier phénomène porte un nom que vous avez sûrement déjà entendu, il s'agit tout simplement de fluorescence. Pour résumer, la triboluminescence est le résultat d'une succession de 3 étapes. Premièrement, une contrainte mécanique provoque une séparation de charge. Deuxièmement, la différence de potentiel ainsi créée provoque une décharge électrique. Et troisièmement, cette décharge transmet de l'énergie aux molécules voisines qui la réémettent sous forme de lumière par fluorescence. Maintenant que nous connaissons le mécanisme de la triboluminescence, nous pouvons revenir au sujet que nous évoquions tout à l'heure, à savoir pourquoi son intensité semble être corrélée avec la force que l'on applique au composé. Cela est en réalité très facile à expliquer. Plus la force appliquée est importante, plus la structure du composé est modifiée, et donc plus le phénomène de séparation de charge prend de l'ampleur. On aura par conséquent plus de décharge électrique, donc plus de molécules voisines excitées, et donc finalement une fluorescence plus intense. Mais justement, en parlant de ces molécules excitées, quelles sont-elles? Eh bien, cela dépend de la situation. Prenons l'exemple du sucre, qui est sans doute le composé triboluminescent le plus connu. Si l'on casse simplement un morceau de sucre, les seules molécules voisines susceptibles de passer dans un état excité seront celles de l'air, et en particulier le diazote, qui en représente la majeure partie. C'est donc la fluorescence du diazote qui sera mise en jeu dans ce cas. Mais cette molécule émet majoritairement dans l'ultraviolet, et seule une petite partie du rayonnement émis se trouve dans le domaine de la lumière visible. Cela explique non seulement pourquoi la triboluminescence d'un morceau de sucre apparaît bleu foncé, mais aussi pourquoi elle est plutôt difficile à observer, car très peu intense. A l'inverse, la lumière émise par les lifesavers apparaît beaucoup plus intense par comparaison. Et pourtant, c'est encore le sucre qui en est responsable. Mais il se trouve que dans les bonbons lifesavers, les molécules de sucre sont entourées d'un grand nombre d'autres molécules, et notamment de salicylate de méthyle, aussi connu sous le nom d'essence de wintergreen lorsqu'il est utilisé en tant qu'arôme alimentaire. Le salicylate de méthyle possède lui aussi des propriétés de fluorescence, mais contrairement au diazote, il met principalement dans le domaine du visible, et donc donne lieu à une triboluminescence qui nous est beaucoup plus facilement perceptible. Et voilà, si vous avez bien suivi ces explications, vous connaissez maintenant les bases théoriques de la triboluminescence. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Observer la triboluminescence d'un bonbon, c'est bien, mais faire son propre composé triboluminescent, c'est mieux. Ainsi, en suivant un protocole d'un article issu du Journal of Chemical Education, nous avons tenté de synthétiser un complexe de cuivre répondant au doux nom de bipyridine, triphénylphosphine, thiosanate, cuivre 1. Alors, sachant que nous avions 4 heures pour faire l'ensemble des expériences montrées dans cette vidéo, je vous laisse juger de la faisabilité de la synthèse qui, dans l'article, a été réalisée par 10 étudiants travaillant en binôme pendant 2 jours. Pour information, nous étions 3 et nous avions 4 heures pour tout faire. Nous vous invitons donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si nous avons réussi à faire cette synthèse. Néanmoins, nous ne nous sommes pas découragés et nous nous sommes lancés. Pour cela, il nous fallait 0,121 g de thiosanate de cuivre 1, 5 ml de pyridine, 0,262 g de triphénylphosphine. Le tout est introduit dans un ballon, ce qui donne cette solution jaune, mise sous agitation magnétique,
Au bain-marie à environ 70 degrés avec un réfrigérant à eau, ce qui permet de ne pas faire évaporer tout le milieu réactionnel avec le chauffage. Et tout cela pendant environ 3 heures si l'on suit les conseils de l'article. Alors en pratique, ce qui s'est passé. Nous nous sommes aperçus en plein milieu que le bain n'était plus à 70 degrés, il était redescendu à 25 degrés, ce qui nous a contraints à remonter la température en cours de route. De toute manière, le temps manquait pour laisser la solution chauffer pendant 3 heures, alors nous avons décidé de raccourcir le temps de chauffage à 2 heures seulement. En théorie, notre produit s'est bien formé dans le ballon, mais il est dispersé dans le solvant, qu'il nous faut retirer. Le but est à la fin d'obtenir un solide. Pour ce faire, nous emmenons le ballon en promenade pour l'emmener à un évaporateur rotatif. L'évaporateur rotatif, c'est l'instrument que vous voyez ici. Il suffit d'y fixer le ballon, puis de le mettre sous rotation et le plonger dans un bain d'eau chaude. Ensuite, on fait descendre la pression dans le ballon. En théorie, les solvants s'évaporent à de fortes températures, mais faire descendre la pression permet d'abaisser leur température d'ébullition, ce qui permet de les évaporer facilement. Une fois que tout est évaporé, le ballon est enlevé du bain. La rotation est stoppée et le ballon est retiré du dispositif. Un produit de couleur crème, sous forme de paillettes, est ainsi obtenu, comme l'on peut le voir sur ce plan. Un produit a effectivement été obtenu, mais comment vérifier qu'il correspond bien à celui que l'on cherchait? En chimie, une fois qu'une synthèse est effectuée, il convient de faire des analyses et de comparer aux données de l'article pour voir si on a correctement fait la synthèse. Ici, nous allons effectuer un spectre infrarouge ou spectre IR. Pour ce faire, il faut mettre le produit que l'on veut analyser dans un spectromètre, comme on peut le voir ici. Ce dernier va analyser le composé et envoyer à l'ordinateur auquel il est relié un spectre, la courbe que vous pouvez voir sur l'écran. Dans un spectre IR, chaque pic, chaque bande du spectre correspond à une partie de notre composé et ressort un nombre bien précis que l'on appelle nombre d'ondes. Par exemple, cette bande correspond à la vibration de la liaison C/N et ressort à 2065 cm-1 d'après l'article. Voici donc le spectre de l'article et voici le nôtre. Là, on s'aperçoit que les spectres se ressemblent fortement. On retrouve de gauche à droite la bande à 2065 pour la liaison C/N et celle à environ 1594 pour la pyridine, et ainsi de suite. Nous avons donc réussi à synthétiser notre composé. Une autre analyse, la mesure de la température de fusion avec un bancofleur, a cependant donné des résultats plus mitigés. Nous mesurons pour notre composé une température de fusion de 215 degrés, soit 50 degrés de plus que ce qui était attendu. Une explication probable serait la présence d'impuretés, en particulier de réactifs qui n'auraient pas été totalement consommés. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, le seul composé dont la présence pourrait augmenter la température de fusion est le CuSCN. Il s'agit donc du candidat le plus plausible. À l'origine, nous voulions surtout synthétiser un composé triboluminescent, qui serait donc capable d'émettre de la lumière s'il est soumis à une force. Nous avons donc mis notre produit dans une coupelle, puis avec une baguette en verre, nous l'avons frotté. Nous sommes placés dans le noir pour mieux observer le phénomène, si toutefois la triboluminescence de notre composé est bien observable. Alors, avons-nous réussi? Tu veux essayer là? Ouais, on peut essayer là. Ouais. Trop bien. J'y vais pas fort. Ah, beaucoup trop bien. Ah oui, il marche... T'as un petit peu pour voir? Je crois. On va continuer, ouais. Ouais, Oh, super. Et oui, nous avons effectivement réussi. Mais comment expliquer un tel succès de la synthèse? Nous avons émis la théorie que finalement, le complexe de cuivre se forme assez rapidement. Un moyen de vérifier cela serait de faire un suivi par chromatographie sur couche mince. Il se trouve que la triboluminescence du composé est assez remarquable. En effet, un de nos encadrants a fait remarquer qu'il a rarement vu une triboluminescence si sensible et si voyante. Et nous pensons que l'utilisation de l'évaporateur rotatif a été déterminant dans la luminescence. En effet, pour récupérer le composé, deux solutions s'offraient à nous. Il est possible de faire une filtration sous vide. Cela consiste à refroidir dans un bain glacé le ballon, permettant la formation de cristaux, puis de filtrer le tout. À la fin, on obtient plutôt une poudre. Nous avons quant à nous opté pour l'évaporateur. À l'issue de l'opération, le produit se dépose sous forme de fines plaquettes tout autour du ballon. Ces dernières sont susceptibles de mieux se briser qu'une poudre déjà très fine, ce qui augmente la probabilité d'observer le phénomène de triboluminescence. La triboluminescence, c'est un phénomène bien beau, et un mot sympathique à faire deviner au pendu. Mais à quoi cela sert-il? Depuis sa découverte, il y a plus de 300 ans, la triboluminescence suscite la curiosité des chimistes qui s'y intéressent.
Longtemps, le phénomène est resté un mystère, fascinant à observer, mais demeurant sans application concrète connue. Ce n'est qu'en 1999 qu'une équipe de chercheurs propose une utilisation de composés triboluminescents en tant que détecteur de dégâts structuraux à l'intérieur de matériaux. Imaginons un matériau d'intérêt dont on veut suivre l'intégrité au cours du temps, une plaque de plexiglas par exemple. Des molécules triboluminescentes pourraient y être intégrées. Ainsi, lorsqu'une fracture du matériau se fait, à cause d'un impact, d'une tension ou d'une pression, de la lumière est créée par triboluminescence. Il est possible d'imaginer une détection de cette lumière par un dispositif tel qu'une photodiode par exemple. L'inconvénient serait d'avoir des composés triboluminescents suffisamment lumineux pour envisager de les coupler avec un système de détection assez sensible, compact et peu onéreux. Néanmoins, de telles molécules existent bel et bien et ont fait l'objet de tests en tant que détecteurs de dégâts structuraux, comme cette charmante molécule dont je vous laisse le plaisir de lire le nom. En conclusion, nous pouvons dire que l'observation de triboluminescence et la synthèse d'un composé présentant ces propriétés ont été un succès, malgré la présence probable d'impuretés révélées par la mesure de la température de fusion. Nous pourrons à l'avenir chercher à développer des composés triboluminescents émettant une lumière plus intense que ceux étudiés dans le cadre de ce TP, ou simplement s'intéresser de plus près à l'influence des conditions expérimentales, et en particulier de la température, sur l'efficacité de la synthèse de notre composé. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo, et n'hésitez pas à continuer à vous renseigner sur ce sujet s'il a éveillé votre curiosité. Quand on y pense, le fait de générer de la lumière par une pression mécanique, je trouve ça quand même assez incroyable. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets également des liens en description avec un article pour aller plus loin. Je vous mets également la vidéo que j'avais faite sur la chimiluminescence, c'est des sujets qui sont reliés, et sur la fluorescence. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Je souhaite adresser un immense merci à Mian et son camarade qui ont accepté du coup de fournir cette vidéo pour la partager sur la chaîne parce qu'évidemment c'est donnant-donnant. Via cette chaîne, moi je donne de la visibilité à ce beau projet qu'ils avaient fait et puis eux, ça permet aussi de nourrir du contenu pour ma chaîne, ce qui est pas mal dans un planning chargé où j'ai pas tout le temps de vous faire des vidéos. D'ailleurs les amis, en mars, il y aura pas de vidéo, je combats dans 5 semaines dans un championnat de boxe thaï, donc on va se préparer le plus dur possible, mais du coup ça me laissera clairement pas le temps pour vous faire des vidéos. Par contre, éventuellement, s'il y en a qui proposent des contenus, peut-être qu'on pourrait continuer d'alimenter la chaîne pendant ce temps-là. Bref, à vous de me dire. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt au bureau, au labo ou au dojo.